à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nul besoin de faire du violon pour acheter un violon. Dans Patrimoine Passion, ce lundi, c'est l'investissement dans les instruments de musique qui nous intéresse. Des pièces magnifiques, certaines historiques et supposées surtout très rentables. C'est ce qui a poussé d'ailleurs la maison de vente aux enchères Agut à rouvrir son département dédié aux instruments et archets. Hector Chemel, violoniste et spécialiste instruments pour la maison de vente, sera avec nous dans une minute. Et puis dans Jeu Patrimoine, frais réels ou forfait, comment choisir? Si face à votre déclaration d'impôt vous hésitez, je vous conseille de rester avec nous. Déclarer ses frais professionnels peut être laborieux lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Nos deux experts vont nous aider à comprendre quel abattement fiscal choisir en fonction de sa situation professionnelle, de ses revenus aussi. Mais d'abord, comme promis, on parle musique dans Smart Patrimoine. C'est parti. Avez-vous déjà pensé à investir dans les instruments de musique? En plus d'être de très beaux objets, certains instruments peuvent aussi représenter des investissements très lucratifs. Certains investisseurs se tournent désormais vers ce type de placement. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Hector Chemel, spécialiste instruments et archets pour la maison de vente aux enchères Agut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Hector Chemel. Merci beaucoup de nous accompagner. Merci. Vous êtes également, je le disais, ancien musicien professionnel, violoniste, très précisément. Comment on passe de jouer un instrument à vendre un instrument de musique? Expliquez-nous. Alors écoutez, très simplement, je pense que évidemment, le fait d'être violoniste professionnel, il y a tout un aspect passion, et je ne pense pas qu'on puisse totalement dissocier la pratique instrumentale de l'objet sur lequel on joue, parce qu'il y a toute une part émotionnelle, historique qui est rattachée à chaque instrument. Et donc je pense que c'est, enfin en tout cas pour moi, ça a été assez naturel de me passionner pour la facture instrumentale et donc d'effectuer cette passerelle. Au moment où vous étiez violoniste, vous aviez déjà entendu parler de cet investissement-là dans les instruments de musique? Vous le voyez comme un instrument? Est-ce que vous le voyez déjà à l'époque comme un investissement? Bien sûr, quand on est musicien, on s'en rend compte assez naturellement, parce que c'est un investissement important. Toutes les très belles pièces ont pris énormément de valeur, donc c'est assez difficile pour les musiciens de pouvoir s'offrir un bel instrument de nos jours, donc on ne peut pas complètement l'ignorer. Évidemment, on se tient en général informé des beaux résultats en salle de vente et des ventes records qui peuvent avoir lieu. Et donc c'est cette expertise d'ancien musicien qui vous a fait arriver à la maison de vente aux enchères Agut? Absolument. Écoutez, la maison de vente aux enchères a réalisé... donc déjà, il faut savoir que je participe à la réouverture d'un département. La maison Agut a coordonné des ventes d'instruments pendant une quinzaine d'années. Il y a eu une vente assez spectaculaire en juin dernier avec la vente d'un violon de Guarnerius del Gesù pour 3,5 millions d'euros. Donc qui a certainement encouragé la maison à cette réouverture. Ouais. Pourquoi le département avait fermé? Alors ça, je l'ignore. Je pense que la maison s'est concentrée sur d'autres spécialités. Et puis c'est vrai que c'est un marché assez particulier. Donc c'est important. Et c'est là, je peux répondre à votre question. Je pense que cette démarche de la maison d'aller chercher un ancien musicien professionnel s'inscrit dans cette démarche, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui comprenne ce milieu et qui soit en mesure de parler à la fois aux acheteurs et aux vendeurs. Est-ce que vous aviez constaté peut-être une forte demande sur ces objets, ou en tout cas une demande un peu plus importante? Alors bien sûr, c'est un marché qui est toujours dynamique. D'une part, évidemment, les musiciens cherchent toujours à acheter ou à vendre leur instrument. C'est un marché qui est... un instrument de musique, c'est à la fois un outil de travail, c'est un moyen d'expression, mais c'est aussi pleinement sa place dans le marché de l'art, puisque ce sont des pièces uniques qui ont une valeur historique. Donc qui peuvent être potentiellement très recherchées par les collectionneurs, les investisseurs. Donc c'est des biens sur lesquels il y a toujours beaucoup de demandes. Vous parliez d'investisseurs, de collectionneurs. Justement, quel est le profil de ceux qui investissent aujourd'hui dans ces instruments de musique? Est-ce que ce sont des passionnés, forcément? Dites-nous. Alors, pas nécessairement. Évidemment, un passionné peut chercher pour sa collection une pièce unique, un instrument rare. Voilà. Après, on peut tout à fait investir en n'étant pas passionné de musique. En tant que placement, c'est quelque chose qui est possible. Il y a des gens qui le font en tant que philanthrope pour prêter l'instrument ensuite à des musiciens, des fondations. Enfin, c'est des choses qui peuvent se faire. Ce qui est indispensable, par contre, je pense, et c'est ce que propose aussi la Maison Agut, c'est d'accompagner ces personnes-là, puisque pour réaliser un investissement pertinent, il faut bien sûr pouvoir être
accompagner. Vous le conseillerez à tout le monde, ce type d'investissement? Écoutez, oui, mon passé de musicien ne peut pas, évidemment, je conseillerais à tout le monde au minimum de s'y intéresser, parce que c'est un aspect peut-être du marché de l'art c'est un peu un marché de niche, hein, c'est un peu particulier. Ça intéresse de plus en plus d'investisseurs, c'est ce que vous disiez, mais ça reste petit. Non, c'est un marché important qui réalise des très beaux résultats. Hein. Le violon le plus cher du monde a été vendu pour 3,5 millions, c'est une très belle somme. C'est une très belle somme. Le violon le plus cher du monde a été vendu pour près de 16 millions d'euros. Donc c'est un Stradivarius. Mais voilà, on peut tout à fait investir dans ce marché sans être spécialisé ni particulièrement connaisseur, à condition d'avoir les conseils adéquats. Qu'est-ce qui plaît, selon vous, dans les caractéristiques d'un instrument de musique? Je ne vais pas vous demander ce qui vous plaît, vous. J'imagine qu'il y a plein de choses qui vous plaisent, mais qu'est-ce qui plaît à ces investisseurs, selon vous? Alors, il faut savoir que le marché des instruments, c'est un des meilleurs placements. On a une progression qui est constante d'année en année. On parle entre 3 et 5% d'augmentation annuelle. Donc là, vous parlez du marché? Oui, absolument. Parfois même plus. Hein, ça peut aller jusqu'à 10% pour les instruments les plus précieux, Stradivarius, Guarnerius, etc. Mais en tout cas, c'est un placement tout à fait sûr. Alors évidemment, il y a cet aspect financier, mais évidemment, on peut se passionner. Ça reste un objet, une tradition d'artisanat extraordinaire qui est hérité. Voilà, faut savoir que l'instrument, le violon, par exemple, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui mérite aussi qu'on s'y passionne en tant qu'objet. On a donné des exemples de pièces et de prix assez monstrueux. Peut-être pour une fourchette un peu plus basse, quel serait le ticket d'entrée pour un instrument de musique, pour un investisseur, ceux qui nous regardent par exemple aujourd'hui? Alors effectivement, comme vous dites, ça peut être des prix assez larges. Hein. Effectivement, ça va de quelques centaines, quelques milliers d'euros à quelques millions, voilà, plusieurs dizaines de millions parfois. Le ticket d'entrée n'a pas nécessairement besoin d'être très important. L'essentiel, c'est effectivement d'être correctement conseillé pour faire un bon placement, puisque évidemment, pour qu'un instrument prenne de la valeur, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Hein, le nom de la personne qui l'a fabriqué, son état de conservation, etc. Enfin, ce sont vraiment des choses très spécifiques qu'il convient, voilà, d'avoir l'accompagnement adapté pour s'y pencher. Et ça, vous êtes là pour ça? C'est ça? Oui, c'est mon rôle dans la maison, c'est effectivement d'assurer auprès des acheteurs comme des vendeurs effectivement ce lien, conseiller pour l'opportunité de la vente, d'acheter, de placement, etc. Ce sont effectivement des choses que je propose. Vous parliez d'un marché en croissance. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment évalue dans le temps le prix aujourd'hui d'un instrument, peut-être d'un instrument rare? Ce sont des valeurs qui ne chutent pas, qui ne baissent pas au fur et à mesure des années du tout? Absolument pas. On a constaté depuis plusieurs dizaines d'années effectivement une progression constante, comme je vous disais tout à l'heure, autour de 3 et 5% pour les beaux instruments et au-delà, hein, près de 10% pour les instruments les plus précieux. Donc c'est vraiment des placements qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'on peut parler un peu peut-être de fiscalité pour ceux qui nous regardent, sans rentrer dans le détail, mais voilà, quelle est la fiscalité qui s'impose à ces instruments de musique aujourd'hui? Il y a une chose que je trouve très intéressante, moi, qui me touche particulièrement en tant qu'ancien musicien professionnel. Il faut savoir qu'il y a un dispositif qui est proposé aux entreprises qui souhaitent investir dans un instrument de musique. Donc, sur le même principe que pour les œuvres d'art originales, les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction d'impôt calculée sur le prix d'achat d'acquisition de l'instrument, qui va être étalé sur 5 ans à part égale, avec un maximum de déduction annuelle de 20 000 euros ou 0,5% hors taxe du chiffre d'affaires. Et pour cela, il faut juste accepter de jouer le jeu principal, qui est de prêter gratuitement l'instrument acheté à un artiste-interprète, donc qu'il soit professionnel ou étudiant. L'essentiel, c'est de mettre à disposition cet instrument, de permettre qu'il soit joué. Et là, ça vous parle? Oui, je suis particulièrement sensible à ça. Parce que c'est intéressant pour les musiciens. Vous disiez tout à l'heure, beaucoup de musiciens aujourd'hui n'ont pas les moyens forcément, ou en tout cas ont des difficultés pour acquérir des instruments de musique. Comment vous arrivez à faire ce lien aujourd'hui entre cette maison de vente aux enchères, cet accompagnement d'investisseurs sur des fois des montants très impressionnants, tout en étant toujours aux côtés des musiciens, en leur disant voilà, il y a des instruments qui seront accessibles pour vous? Alors effectivement, le marché a évolué, donc effectivement les très beaux instruments deviennent difficiles à acquérir
pour un particulier, pour un musicien. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que des instruments qui atteignent des millions. Hein. Justement, dans notre prochaine vente, on a à cœur qu'elle soit accessible aussi. Ouais. Et après, vraiment, c'est pouvoir rendre ce marché accessible aussi bien aux collectionneurs, aux investisseurs, qu'aux musiciens, amateurs, professionnels. Enfin, c'est essentiel que ce soit ouvert. C'est une ambition, ça, de la maison Agut aujourd'hui, c'est ça, d'ouvrir, d'aller chercher de nouveaux acheteurs? Alors, je dirais qu'une des ambitions principales, en tout cas une de mes ambitions principales, c'est que traditionnellement, les maisons de vente aux enchères sont pas tellement fréquentées par les musiciens, alors qu'on peut très bien y trouver un instrument avec lequel la magie peut s'opérer. Pourquoi ? Parce que quand on choisit un instrument, souvent ça prend un peu de temps, on ne peut pas se décider en 5 minutes. Donc il y a des essais à faire, il faut prendre ce temps-là, et nous justement, on veut offrir cette possibilité aux musiciens, que ce ne soit pas réservé qu'à des marchands ou à des investisseurs, justement, vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous parliez de cette prochaine vente, c'est ça, la prochaine vente aux enchères, elle aura lieu le 7 juin prochain, je crois. Le 8 juin. Le 8 juin prochain à Neuilly. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de pièces qui vont y figurer et leur prix? Vous disiez des fourchettes peut-être un peu plus abordables. Absolument. Donc on a effectivement des instruments réalisés par de très grands luthiers, et notamment de très grands maîtres de l'archéterie, parce qu'on parle souvent de l'Italie et de Crémone pour les violons, mais la France est la patrie de l'archet moderne, et on a des très très beaux exemplaires dans cette vente notamment. Donc je peux vous citer 2 exemples. On a un archet de violon de Louis Bazin qui est estimé 3 000 à 4 000 euros. Un très très bel archet aussi d'Émile Auguste Souchard estimé 5 000 à 6 000. Et ce sont là par exemple, je vous cite ça parce que ce sont à la fois des pièces qui peuvent ravir un musicien, mais ce sont aussi des pièces de par leur état, de par le nom, etc., qui peuvent pleinement s'inscrire dans une collection, dans un processus d'investissement. Enfin, ce sont vraiment de très très belles valeurs. Et on vous souhaite bonne chance pour cette prochaine vente aux enchères. Merci beaucoup Hector Chemel d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Je rappelle, vous êtes spécialiste instruments et archers pour la maison de vente aux enchères Agut. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir parlé investissement dans les instruments de musique. Je crois que c'était une première dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, entre frais réels ou forfaits, comment choisir? Vous déclarez vos impôts et vous souhaitez déduire des frais professionnels de votre salaire, mais vous hésitez, et c'est normal, entre la réduction forfaitaire de 10% ou la déduction des frais professionnels pour les montants réels. Nos 2 experts vont nous aider à y voir plus clair. Adrien Vecten nous accompagne, expert comptable, il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci beaucoup d'être avec nous. Mathieu Lafont nous accompagne également, avocat au cabinet Lafont et Associés. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Ma première question est simple. Salarié, indépendant, qui peut prétendre aujourd'hui à l'une de ces 2 possibilités de réduction d'impôts? Je ne sais pas qui veut répondre. Eh bien, l'ensemble... C'est pour tout le monde? Oui. Non, malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la catégorie de revenus sous laquelle vous êtes imposable. Il faut être éligible au traitement et salaire. Donc ça inclut évidemment les salariés, mais également les dirigeants d'entreprise. D'accord. Tels que les gérants de SARL ou les présidents de SAS. En revanche, ce ne sera pas possible pour les personnes qui exercent sous forme d'entreprise individuelle, que ce soit sous le régime micro, de la micro-entreprise ou le régime réel. Pour continuer à faire de la pédagogie, c'est très clair, ça ne concerne pas tout le monde. À quoi ces frais correspondent-ils? C'est vrai qu'on parle de frais professionnels. De quoi on parle, Mathieu Lafont, quand on parle de frais professionnels? Alors, ce sont des frais qui sont engagés pour l'exercice de l'activité. L'on considère que pour travailler et donc percevoir un revenu qui est soumis à l'impôt, on engage un certain nombre de frais qui sont des frais professionnels, et il est juste de pouvoir les déduire, puisque évidemment ce sont des frais qui sont un peu subis. Comme le ferait une entreprise qui va déduire ses charges tout simplement pour avoir son activité. Je crois que le sujet du jour ne concerne effectivement pas les indépendants, les libéraux, etc., mais essentiellement les salariés et les gérants majoritaires ou les présidents des SAS qui perçoivent un revenu et qui ont 2 possibilités de déduction concernant ces frais professionnels. La première, qui est le régime de droit commun, c'est une déduction forfaitaire qui est de 10% du revenu. C'est-à-dire que là, on n'a rien à justifier, on n'a pas à garder de documents, on n'a pas à faire de détails, etc. On considère qu'il y a 10% de votre revenu imposable qui constituent des frais professionnels, donc qui sont enlevés de l'assiette de l'impôt, qui sont déduits automatiquement. Cette déduction de 10% étant plafonnée à
13 500... 122, si ma 13 mémoire est bonne. 522, merci. Ce qui fait que si je gagne, mettons, 120 000 euros par an, je vais déduire 12 000. Si je gagne 180 000 par an, je serai plafonné à 13 000 par an. Ça, c'est la déduction forfaitaire. Ouais. On peut néanmoins renoncer à cette déduction forfaitaire et opter pour le régime dit des frais réels et déduire donc les frais réels. Évidemment, on fera cette option pour les frais réels lorsque ces derniers sont supérieurs au montant que j'obtiens en appliquant la déduction forfaitaire de 10%. Ça paraît logique. Voilà. Non, mais pour répondre, ma question consistait aussi à vous demander qu'est-ce qu'on entend par frais professionnels aujourd'hui. Vous parliez des frais de la vie quotidienne, des charges du salarié. C'est quoi? C'est le transport? C'est les repas? C'est quoi? On a différentes catégories de frais réels, mais effectivement, on a les principaux qui pourraient être les frais de déplacement, les frais de repas, mais également les personnes qui doivent exercer à domicile et qui ont besoin d'avoir un bureau. Là, on pourrait penser par exemple aux enseignants et aux musiciens. Qui, eux, ont besoin d'un espace dédié chez eux et qui pourraient déduire une partie des frais liés à cet espace. Comme c'est d'actualité, est-ce qu'on peut inclure les frais de télétravail? Je me permets de vous poser cette question. Beaucoup de gens travaillent de chez eux aujourd'hui. Je ne sais pas, pour l'achat d'un siège, d'un bureau. Est-ce que c'est considéré comme des frais professionnels? Effectivement, on va pouvoir déduire certains frais liés au télétravail, mais attention tout de même, c'est quelque chose qui est assez encadré. On lit pas mal de choses sur Internet et pas mal de choses erronées. Il faut savoir que pour déduire ces frais, il faut qu'on exerce à domicile et que ce soit qu'on exerce de manière contrainte à domicile. D'accord. Dès lors que c'est quelque chose de spontané, on ne pourra pas forcément déduire ces frais. Et de plus, ça dépend si l'employeur indemnise ou pas le salarié pour le télétravail. Bien sûr. Mathieu Lafont, donc 2 réductions différentes. Il faut absolument choisir une. Alors effectivement, elles sont exclusives l'une de l'autre. Oui. Si je suis au forfait, je le suis pour tous les revenus qui rentrent dans la catégorie traitement salaire. Et si je suis aux frais réels, je renonce de fait à la déduction forfaitaire. Cette option, elle est annuelle. Ça veut dire que je peux changer éventuellement d'une année sur l'autre. Et elle s'exerce de manière individuelle. Ça veut dire que si je suis imposé en commun avec mon conjoint, chacun peut faire le choix qui est le plus intéressant pour lui. Donc je peux être par exemple moi aux frais réels, mon épouse aux frais, à la déduction forfaitaire de 10%. Voilà, donc on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Effectivement, il faut choisir, ce qui nécessite de faire un petit calcul pour voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? C'est vrai qu'on parle en termes d'avantages, si nos frais sont supérieurs à ces 13 000 euros, mais il n'y a pas de conditions à remplir aujourd'hui, demain, pour bénéficier d'une de ces 2 réductions. C'est un choix individuel. Alors, pour la déduction forfaitaire de 10%, il n'y a aucune condition. Elle s'applique c'est le régime de droit commun, elle s'applique automatiquement. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, elle s'appliquera automatiquement. Il n'y a aucune démarche particulière à faire. En revanche, pour les frais réels, il faut quand même que les frais remplissent un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut que ces dépenses soient engagées pour la perception ou la conservation d'un revenu imposable. Que ce soit des dépenses qui soient nécessaires pour l'exercice de l'activité salariée. 3, il faut que ces dépenses soient justifiées et il faut qu'elles aient été payées pendant l'année en question. Voilà. Donc je peux pas. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est fait 4 conditions un peu théoriques. Il faut que ce soit justifié, etc. Je l'ai dit, mais on peut également forfaitiser tout en étant aux frais réels. C'est pour ça que c'est un régime qui peut être un peu complexe. Si j'opte pour les frais réels, il y a certains frais qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une forfaitisation, disons. Alors, le plus connu, que plein de gens, évidemment, connaissent et pratiquent, c'est le barème kilométrique, qui permet, plutôt que de faire le décompte de ce que m'a coûté les frais de véhicule entre les réparations, l'entretien, le carburant, les pneumatiques, l'assurance, etc., de forfaitiser tout ça avec un barème, qui est le barème kilométrique, comme son nom l'indique, qui est en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance administrative du véhicule, d'avoir un montant qui est déduit forfaitairement, bien que je sois dans les frais réels. Donc ça, c'est là où il ne faut pas perdre les gens, c'est pas évident. Voilà, mais des conditions à remplir, je les ai rappelées, c'est celle-là. Évidemment, je ne peux pas déduire tout et n'importe quoi. Mais une fois que j'ai dit ça, finalement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que même dans la nature des frais, évidemment, on va penser aux frais de repas, aux frais de déplacement, mais il y a également d'autres types de frais. Dès lors qu'ils remplissent les 4 conditions, ils sont par nature déductibles. Donc, on va trouver par exemple de la documentation professionnelle. Si par exemple je dois me tenir au courant dans mon métier de l'actualité ou me mettre à jour, il y a évidemment les déplacements, il y a évidemment des frais d'habillement.
pour des professions qui nécessitent une tenue particulière. Donc, par exemple, les exemples classiques sont la chemise blanche d'un garçon de café ou d'un serveur, la robe d'un magistrat, etc., etc. Alors, Alors demain, on n'a pas, je sais pas, Adrien Vecten avec nous pour remplir notre déclaration d'impôt. Ça veut dire tous ces frais-là, finalement, est-ce qu'on peut les proposer à l'administration fiscale dans le doute? Voilà. Et ensuite, c'est ce que vous nous dites un peu là. Non, c'est-à-dire que bon, en général, il faut quand même vérifier attentivement que ce soit déductible. Et ensuite, selon les modalités déclaratives, peut-être qu'on en reparlera, il faut simplement les mentionner, ils vont être déduits. Et ensuite, l'administration a évidemment un droit de contrôle. Donc, on ne fournit plus d'office tous les justificatifs comme on le faisait auparavant, puisque maintenant on déclare par Internet. Mais il faut bien conserver tout ça chez soi et s'attendre à ce que l'administration, évidemment, demande des justificatifs, des informations complémentaires. C'est l'exercice de son droit de contrôle qui est tout à fait normal et légitime. Et donc, il faut bien conserver ça pendant au moins 3 ans. Voilà. Et un petit conseil à cet égard, c'est que autant le régime de la déduction forfaitaire de 10% a une énorme vertu, de mon point de vue, qui est sa simplicité, parce que j'ai rien à faire, j'ai rien à conserver, j'ai rien à compter, ça s'applique de manière absolument automatique. Inversement, le régime des frais réels suppose de faire ces petits comptes, de conserver les pièces, etc. Et il faut bien le dire, ça va être davantage regardé par l'administration. Donc il faut savoir qu'on s'expose éventuellement à des questions, ce dont on n'a pas toujours envie. Adrien Vecten, sur cette logistique, en effet, entre ces deux réductions qui n'ont absolument rien à voir, voilà, est-ce que vous la conseillerez, l'une ou l'autre, à tel type de profession, à tel type de salaire Alors, je pense que, comme l'a très bien dit Mathieu, ça dépend non seulement du montant des revenus imposables, voir si l'abattement forfaitaire est plus intéressant, mais il y a aussi une question de simplicité dans la compréhension des textes, dans ce qui est possible de déduire, dans la conservation des justificatifs. Dans ce cas, il peut être préférable de privilégier l'abattement forfaitaire. Et après, il y a effectivement un calcul qui doit être opéré pour choisir l'un ou l'autre des régimes. Quelque chose qu'on n'a pas rappelé aussi, c'est quand on opte pour le régime réel, il faut faire attention puisqu'on peut le revenu peut être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi que l'employeur aurait versé aux salariés. Un exemple très concret, l'employeur qui prend en charge l'abonnement à un transport public, par exemple l'abonnement SNCF, l'employeur a l'obligation de prendre 50% en charge. Le salarié qui décide d'opter pour les frais réels ne va pas pouvoir déduire la totalité de son abonnement, mais uniquement les 50% qui restent à charge. Donc il faut faire attention aussi, quand on opte pour les frais réels, ce n'est pas uniquement le revenu fiscal qui apparaît sur la fiche de paye, il peut être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi. Et puis on peut changer d'avis, comme le disait Mathieu Lafont, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, l'année prochaine, ce qui serait peut-être plus avantageux pour nous, c'est de repasser sur une déduction de frais réels, c'est ça? Sauf erreur de ma part, on peut revenir jusqu'à 2 ans en arrière pour apporter une correction au niveau de l'impôt sur le revenu et changer d'option, effectivement. Vous disiez pas de justificatif à fournir parce que aujourd'hui on déclare nos impôts sur Internet, donc le déclarant n'est pas là avec tous ces petits tickets. Alors il est avec ses petits tickets, mais devant son ordinateur. Non, parce que effectivement avant on les transmettait d'office avec la déclaration de revenus. Désormais ce n'est plus requis, on les conserve et par contre ils sont à disposition de l'administration en cas de demande. Donc c'est un peu la même chose, simplement on n'a pas à les envoyer. Voilà, mais je rebondis sur une question précédente. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Moi, de ce que j'observe quand même en pratique, c'est que ce sera rarement le jour et la nuit. Parce que on ne pourra pas non plus tout déduire. Comme je l'ai dit, par exemple, pour beaucoup de gens disent voilà, moi je vais pouvoir passer mes costumes ou mes sacs à main, etc. Alors en réalité, non. C'est vraiment quand c'est concernant l'habillement, quand c'est justifié par la profession. Il y a des frais qui, bien que je dirais calculés au réel, sont eux-mêmes plafonnés. C'est le cas d'une partie des frais kilométriques, etc. Je prends un exemple très simple parce que c'est une question qui revient souvent et je pense que ça intéressera un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs. C'est les frais de déplacement au domicile-travail. Les gens se disent tiens, je vais aller vivre loin ou en province quand on est à Paris. Alors c'est un peu à la mode maintenant d'aller vivre un peu plus loin, depuis le Covid en particulier. Il faut savoir que si vous vivez à plus de 40 km de votre travail, de votre lieu de travail, eh bien finalement le montant que je peux déduire au titre de ces frais de déplacement au domicile-travail sont normalement dans la limite d'une distance de 40 km. Autrement dit, on considère que si vous vivez à plus de 40 km de votre lieu de travail, c'est votre choix, c'est pour votre convenance personnelle et c'est pas au Trésor et à l'administration d'en prendre en charge une partie. Alors, sauf circonstances particulières, évidemment, quand
on est deux, il y a un conjoint qui a un travail là, où je dois être présent à tel endroit parce que ma famille a des soucis de santé, des choses comme ça, des circonstances qui peuvent le justifier, mais d'une manière générale, si c'est par convenance personnelle, je décide d'aller vivre à 80 km de mon lieu de travail, je ne pourrais pas tout déduire. Donc il faut aussi avoir conscience de ces limites-là. Et je les rappelle parce que quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que ce sera rarement extrêmement intéressant, ça peut l'être, mais ce ne sera pas non plus le jour et la nuit. On n'en a pas parlé sur le montant du salaire. Est-ce qu'un des deux est plus avantageux si on a plutôt un bas salaire, un moyen salaire ? Effectivement, plus on va avoir un revenu important, plus l'abattement forfaitaire peut être intéressant, bien dans la limite du plafond qu'on a évoqué précédemment. En revanche, pour des bas salaires, il peut être intéressant d'opter pour le réel. Ça peut être intéressant également d'opter pour le régime réel pour des personnes qui ne seraient pas imposables, puisque c'est le régime fiscal de référence qui va servir pour l'éventuelle exonération de taxes d'habitation et également pour les aides sociales. Donc même si vous êtes dispensé d'un paiement d'un impôt, vous pouvez être amené à faire ce calcul pour cette raison-là. Qu'est-ce que vous conseillerez demain à ceux qui nous regardent devant leur déclaration d'impôt ? Quels conseils vous leur donneriez, Mathieu Lafont ? Je leur conseillerais de consulter un avocat. De s'entourer. Non, de s'entourer, oui, éventuellement, mais bien souvent, c'est pas forcément justifié, il faut quand même le dire. Donc de se renseigner, de faire ses propres recherches, de se méfier aussi de ce qu'on lit sur Internet. En revanche, c'est vrai que les sites impôts.gouv, gouvernement.fr, etc., finances publiques, sont en général bien faits, assez didactiques, avec une information qui est fiable dessus. Je me méfierais beaucoup plus des blogs ou des sites, je dirais, non officiels, dans lesquels il y a parfois des raccourcis douteux qui peuvent vous mettre en danger. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Et d'une manière générale, moi j'aime bien la déduction forfaitaire, parce que je trouve que d'une manière générale, la simplicité est quand même une grande vertu, et puis c'est aussi l'assurance qu'on n'aura pas de questions de la part de l'administration sur ce sujet, et c'est toujours une tranquillité d'esprit qui est appréciable. Est-ce que jusqu'où peut aller la déduction ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en 13 000 pour la déduction forfaitaire. Alors, le forfaitaire c'est 13 500, mais il faut avoir le revenu qui va avec. Oui, bien sûr. Donc effectivement, déjà pour justifier 13 000 euros de frais réels tous les ans, il faut avoir des conditions quand même assez particulières, singulières, qui font que j'ai beaucoup de frais professionnels. Donc la déduction forfaitaire va quand même concerner plus de monde. Ah oui, très nettement. D'ailleurs, je n'ai pas les statistiques officielles, mais il y a finalement assez peu de monde qui opte pour les frais réels. Adrien Vecten, même question, un conseil pour ceux qui nous regardent lorsqu'ils seront demain devant leur déclaration de revenus, aujourd'hui d'ailleurs, ou hier même d'ailleurs. Je pense que le premier conseil qui a été bien rappelé, c'est de faire attention aux sources. Effectivement, on est capable de faire un certain nombre de choses seul, à condition d'avoir les bonnes sources. Et tous les sites du gouvernement sont évidemment fiables. Il y a tout un tas de simulateurs qui sont disponibles aussi, qui peuvent permettre de sécuriser les données. N'hésitez pas à tourner vers un conseil dans la mesure où ça devient trop complexe et où il y a des enjeux importants, que ce soit un avocat ou un expert comptable. Et vous pouvez également solliciter les impôts, donc peut-être difficilement joignable à cette période de l'année. Mais il y a un service qui est mis en place par le Conseil national de l'ordre des experts comptables qui est Allo Impôt, donc un service qui est complètement gratuit. Et là, vous avez des experts comptables qui vous accompagnent dans vos démarches et qui vous aident à compléter votre déclaration d'impôt. Donc voilà, soit vous vous sentez capable de la faire de manière autonome, auquel cas assurez-vous de vos sources, soit ça devient compliqué, les enjeux sont trop importants et faites-vous accompagner. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Dans Smart Patrimoine, Adrien Vecten, je rappelle, vous êtes expert comptable, et Mathieu Lafont, avocat au cabinet Lafont et Associés. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Salut.